Bonjour, je m'appelle Cyril Richard, je suis ingénieur de recherche au CNRS et aujourd'hui je vais vous présenter dans le cadre de la Nuit des Temps les origines de l'univers. Donc de son début jusqu'à aujourd'hui, nous allons parcourir 13,7 milliards d'années en à peu près 30 minutes. Alors l'univers, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'univers, ça représente environ 10 millions de superamas de galaxies. Un superamas, c'est un regroupement d'amas de galaxies. Et des amas de galaxies, il y en a 25 milliards. Pour les galaxies, c'est 35 milliards de galaxies, mais des galaxies massives. Et en tout, cela représente 30 000 milliards de milliards d'étoiles. Alors ce chiffre complètement fou, c'est un 30 suivi de 21 zéros. C'est à peu près l'équivalent des grains de sable que l'on trouve à la surface de la Terre. L'univers observable a une taille de 13,7 milliards d'années-lumière. Cela veut dire que la lumière qu'un photon va mettre 13,7 milliards d'années pour arriver jusqu'à l'observateur. Alors maintenant, si on se plonge un petit peu dans l'histoire scientifique de tout ça, on remonte grosso modo en 1915, année où Einstein va élaborer sa théorie de la relativité générale. Cette dernière prévoit un univers en expansion. Cependant, à l'époque, on est dans un monde où l'univers est statique et Einstein va refuser cette idée d'univers en expansion. Alors, il va introduire ce qu'on appelle à l'époque la constante cosmologique, qui va être, selon lui, la plus grosse erreur de sa vie. Mais on va voir que ce n'est pas aussi simple. Ensuite, en 1927, Georges Lemaître propose l'idée d'un atome primitif. À partir de la relativité générale, à partir des idées de la relativité générale. Cet atome primitif, c'était donc une sorte de noyau atomique qui va comporter tous les nucléons, toutes les espèces primordiales de l'univers, et qui était assez instable et qui va ensemencer l'univers. Alors, bien que cette idée comporte un certain nombre d'approximations et de composantes totalement obsolètes, en fait, l'idée générale va poser les bases d'une cosmologie moderne. Et nous sommes ici en 1927. Un peu plus tard, en 1929, Edwin Hubble, donc bien avant le télescope spatial qui porte son nom, va proposer et va mettre en évidence en fait l'expansion de l'univers. En remontant le temps, on arrive à un univers qui va être localisé en un point, dense et chaud. L'univers est donc en expansion, et même plus, parce que plus les galaxies sont lointaines, et plus elles vont s'éloigner rapidement de nous. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble. Cet univers en expansion va quand même avoir quelques controverses. Et notamment dans les années 50, cette idée d'atome primitif va être tournée en dérision par un certain Fred Hoyle, et qui va nommer donc cette théorie le fameux Big Bang. Donc Big Bang, à l'origine, c'est une expression pour se moquer de la théorie. Lui défendait un univers statique, les partisans du Big Bang défendent donc un univers en expansion. En 1965, une grande découverte est faite par Penzias et Wilson. Il s'agit du fond diffus cosmologique. Ce rayonnement de température 3 Kelvin marque l'origine de l'univers. À l'origine, le but des deux chercheurs était d'étudier des communications par rayonnement micro-ondes entre la Terre et des sortes de ballons-sondes. Ils vont découvrir cependant ce rayonnement qui est la preuve incontestable de l'origine du Big Bang. Ce rayonnement électromagnétique, comme je vous l'ai dit, se situe aux alentours de 3 Kelvin, plus précisément 2,728. Il est assez homogène, parce que les variations sont relativement infimes, mais elles existent. Notamment, le satellite Planck a cartographié ce rayonnement et on peut voir, quand on l'observe, des petites granulités qui montrent cette inhomogénéité. Cette inhomogénéité est très importante parce qu'elle explique fondamentalement les premières secondes, les premières minutes de notre univers. Alors, tout d'abord, le Big Bang, c'est un concept connu relativement par tout le monde. Cependant, plusieurs idées reçues existent à ce sujet et on va essayer de les voir. Notamment, le Big Bang ne représente pas un instant initial de l'univers,
mais un état passé qui va être extrêmement dense et extrêmement chaud. Mais le Big Bang, ce n'est pas forcément le début de notre univers. Ensuite, le Big Bang n'a pas eu lieu en un point localisé d'un espace vide préexistant. Mais les conditions physiques extrêmes de l'époque régnaient partout, dans tout l'univers. Ensuite, diverses théories spéculatives sur l'origine de l'univers ou de l'avant-Big Bang ont vu le jour, mais à ce jour, elles restent invérifiables. Notamment, je pense à l'univers cyclique, au multivers et à toutes les idées qui sont générées un petit peu de la science-fiction. Alors maintenant qu'on a un petit peu posé cette base historique, nous allons essayer de voir la chronologie de la naissance de l'univers. Alors tout commence, je vous l'ai dit, par le Big Bang. Alors attention, quand je dis tout commence, attention, cela ne représente pas forcément le début d'un tout, mais il s'agit effectivement de la naissance de cet univers, de l'univers dans lequel nous vivons. Donc tout commence par ce fameux Big Bang. Ensuite vient l'ère de Planck. L'ère de Planck va partir donc du Big Bang jusqu'à environ 10 moins 43 secondes. C'est-à-dire ce temps infime, c'est 43 zéros avant le premier chiffre. Et donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment petit. Nous sommes à une époque où la température est très, très élevée. Une température que l'on ne peut actuellement absolument pas reproduire dans des expériences. Donc, il est très difficile d'avoir une théorie valable dans cette gamme de températures. Nous avons besoin de nouvelles théories. Ces nouvelles théories sont la théorie des supercordes, d'une part, et qui est en compétition avec une autre théorie qui est la gravitation quantique à boucle. Ces deux théories sont donc en compétition pour essayer d'expliquer les origines de l'univers. Aucune d'entre elles n'est pour l'instant vérifiable, ni vérifiée. Les chercheurs de chaque camp essayant de montrer que leur théorie est pour l'instant la meilleure. À cette époque-là, les 4 forces fondamentales sont unifiées, notamment la force électromagnétique, la force forte, la force faible et la force de la gravitation. On va ensuite arriver à ce que l'on appelle l'ère de la grande unification, c'est-à-dire le point qui va marquer la fin de cette grande unification. Et à ce moment-là, on va avoir la gravitation qui va se séparer des autres forces. Ensuite, nous arrivons à l'ère électrofaible. Au niveau de l'échelle de temps, nous nous situons entre 10 moins 38 et 10 moins 12 secondes. Donc vous voyez que nous sommes dans des temps infiniment petits. En ce qui concerne la température, nous sommes toujours dans des températures extraordinairement chaudes. 10 puissance 28 Kelvin, c'est-à-dire un 10 suivi de 28 zéros. L'ère électrofaible va marquer la séparation de deux forces, la force électromagnétique et la force faible. Et cela va marquer aussi le début d'une période très importante dans l'histoire de l'univers qui s'appelle l'inflation. Alors, l'inflation, qu'est-ce que c'est? Bien tout d'abord, quand on regarde l'univers, quand on observe l'univers, un observateur lambda qui observe l'univers, s'il regarde l'univers d'un côté et qu'il l'observe de l'autre côté, il va observer des mêmes températures, la fameuse température 3 Kelvin du rayonnement cosmologique, du rayonnement fossile. Ces régions ont donc été intimement liées à une époque. Également, les équations de la relativité d'Einstein dont je vous ai parlé tout à l'heure impliquent que l'univers peut être courbé. Il n'est pas forcément courbé, mais rien ne prouve le contraire. L'univers n'est pas forcément plat. Cependant, les observations actuelles tendent à montrer que cet univers est plat. Ce qui va un petit peu donc à l'encontre des équations qui nous disent que un univers plat, c'est une particularité. Et en fait, l'inflation explique ceci. Si on imagine un univers qui subit
une brusque inflation, de la même façon que lorsqu'on gonfle un ballon de baudruche. Le ballon de baudruche, au début, est courbé. On le gonfle subitement. La courbure va très rapidement s'amoindrir et devenir, à une petite échelle, bien sûr, locale, devenir plat. Et l'inflation, c'est un petit peu quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on a subitement l'univers qui va se mettre à gonfler, mais vraiment de façon très rapide. L'expansion est très violente. Elle se situe entre 10-38 et 10-32 secondes. Donc c'est encore quelque chose qui se passe dans des temps minuscules. On est encore en dessous de la seconde, très largement en dessous de la seconde. Et on a une taille qui va être multipliée par un facteur très grand. Très très grand, c'est-à-dire que c'est environ un facteur 10 puissance 26, un 10 suivi de 26 zéros. Et encore ceci, ce n'est que la limite basse. Plusieurs théories existent et certaines théories vont encore plus haut. Mais si on part sur cette limite basse de 10 puissance 26, ça nous fait qu'on a une augmentation en volume qui est de l'ordre de 10 puissance 78, c'est-à-dire un 10 suivi de 78. Donc l'inflation, c'est quelque chose qui va être très difficile à se représenter et qui est très rapide. Alors maintenant, la question forcément qu'on vient à se poser, c'est est-ce que cette inflation va transgresser les fameuses lois de la relativité restreinte, qui, je le rappelle, ces lois impliquent que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière, c'est le photon qui voyage à la vitesse de 300 000 km par seconde. Alors effectivement, là, l'inflation, la première chose qu'on peut se dire, c'est ça brise cette fameuse loi et cela ne va pas. Eh bien en fait non, c'est pas aussi simple, mais l'inflation c'est tout l'univers, c'est la matrice même de l'univers qui a subi cette inflation. Donc à l'intérieur de cet univers, les photons allaient toujours à la même vitesse et rien n'allait plus vite que la lumière. Donc non, l'inflation ne brise pas cette fameuse loi sacro-sainte pour les physiciens de la relativité restreinte. Alors c'est également à ce moment-là qu'il va y avoir apparition de la matière. L'univers va amorcer une transition de phase. Une transition de phase, c'est la même chose que lorsque l'eau se transforme en glace, ou que la glace se transforme en eau, que l'eau se transforme en vapeur, l'eau liquide, j'entends. Il va y avoir un apport d'énergie et également une création continue de matière et d'antimatière. Lorsqu'il y a création de matière et d'antimatière, ces particules de matière et d'antimatière ont tendance à se rentrer en collision et à s'annihiler. C'est-à-dire, elles disparaissent et produisent de l'énergie. Donc il va y avoir une espèce de bouillonnement constant de matière et d'antimatière, de particules et d'antiparticules. Mais là, pareil, on se dit, si l'univers avait un constant combat entre matière et antimatière, puis annihilation, création d'énergie, l'univers ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il va donc y avoir, en fait, victoire de la matière sur ce combat-là. La matière remporte sa victoire face à l'antimatière. On parle de brisure de symétrie. Alors, on se situe maintenant aux alentours de 10-12 secondes. La température extérieure, 10 puissance 15 Kelvin, un 10 suivi de 15 zéros. L'expansion a subi cette inflation et maintenant, elle est du même ordre que l'expansion actuelle. Les interactions électromagnétiques et les interactions faibles ne sont plus unifiées. Donc c'est la fin de cette ère électrofaible. Nous entrons maintenant dans l'ère hadronique. Nous nous situons aux alentours de 10-12 secondes jusqu'à 10-4 secondes. On se rapproche lentement de la seconde, mais on reste quand même bien en deçà. La température, elle, se situe aux alentours de 10 puissance 13 Kelvin. C'est encore des températures très élevées, un 10 suivi de 13 zéros. Et donc, cette température est très très chaude. Cependant, elle descend suffisamment pour que l'interaction forte confine les quarks. Alors un quark, c'est une particule élémentaire qui se retrouve au sein d'autres particules, notamment des neutrons,
des protons qui vont composer eux-mêmes les atomes. Alors on va avoir une création de ce que l'on appelle des hadrons, d'où le terme de ère hadronique. Les hadrons sont des particules composites qui sont composées de particules subatomiques et qui par contre vont réagir très fortement à cette fameuse interaction forte. Les quarks réagissent très bien à l'interaction forte et cela permet de les lier ensemble et de créer par la suite les noyaux atomiques. On a également une création de baryons qui sont une association de 3 quarks. Donc des baryons sont créés, puis également annihilés de la même façon que tout à l'heure. On a donc ce bouillonnement constant de création de baryons et d'antibaryons. Cependant, la température, elle, va continuer de baisser. Donc les photons, eux, vont ne plus avoir assez d'énergie pour créer des baryons au bout d'un moment. Et donc on va avoir disparition des antineutrons et des antiprotons. Là encore, la matière prend le dessus. On a une brisure également de symétrie. Heureusement, j'ai envie de dire, sinon, si la matière n'avait pas gagné ce combat, nous ne serions pas là pour cette soirée de la nuit des temps. À la fin, on se retrouve avec une création d'électrons qui demande moins d'énergie et nous entrons dans l'ère que l'on appelle l'ère leptonique. Cette fois-ci, on se situe entre 10-4 et 1 seconde. On a une création de leptons qui, eux, sont insensibles à l'interaction forte. Et par exemple, le lepton le plus connu, c'est l'électron. Donc on a la création d'électrons et encore une fois d'antiélectrons qui vont s'annihiler et créer de l'énergie. Alors l'univers est dominé par ces réactions à ce moment-là et la température continue de diminuer. Et vu qu'elle diminue, là encore une fois, on arrive à un moment où les électrons ne vont plus pouvoir être créés. Donc on va avoir la fin de cette fameuse annihilation de électrons-antiélectrons et seul va subsister les électrons. Maintenant, nous arrivons dans une période importante de l'univers, la nucléosynthèse primordiale. Cette période de l'univers commence à peu près à partir de la première seconde après le Big Bang et va durer les 3 premières minutes. Donc on est déjà dans des temps un peu plus longs. On a une disparition d'un grand nombre d'électrons. L'univers est dominé par le rayonnement de photons qui ont été créés dès le début. Et l'univers continue de refroidir. Et lorsqu'il va descendre sous le milliard de degrés, donc vous voyez qu'on est dans des températures beaucoup plus accessibles, les photons vont devenir trop peu énergétiques pour casser la liaison qui est la liaison interne des noyaux qui se forment. Et donc on va avoir enfin une création de noyaux légers. On passe d'un état de la matière qui était un plasma, où les noyaux atomiques ne pouvaient pas se créer, à un état de la matière où il va y avoir création de noyaux. Alors les protons et les électrons sont enfin libres. Les atomes ne peuvent pas toujours exister, hein. Les atomes, c'est quand même encore un peu plus lourd, mais on va avoir cette brique élémentaire de l'atome qui est le noyau. Mais on est quand même à une époque où l'univers est opaque. Parce qu'en fait, les photons ont une vie courte. Il va y avoir énormément de collisions. Donc un photon va rentrer constamment en collision avec les noyaux qui sont créés. Et donc les photons ne peuvent pas traverser l'univers. On a donc ce que l'on appelle un univers opaque. À la fin de cette nucléosynthèse primordiale, on va avoir ce que l'on appelle la recombinaison. Et là, on a un pas dans le temps qui va être énorme. Vous vous souvenez, on était dans les 3 premières minutes de l'univers. Et là, on va aller jusqu'à 380 000 ans. Donc on fait un bond énorme dans le temps de l'univers. Mais il a fallu tout ce temps pour que la température atteigne environ les 3000 Kelvin. Alors à savoir que le Soleil a une température estimée, une température extérieure, la couche externe du Soleil, environ de 5000 K. Et donc ici, l'univers, lors de la recombinaison, a une température de l'ordre de 3000 K. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très comparable. À cette température-là, on va avoir la possibilité d'avoir une liaison entre un électron et un proton.
Le proton, qu'est-ce que c'est? C'est les noyaux légers des atomes. Eh bien, ces noyaux légers, si on leur associe un électron, eh bien, on a la possibilité de créer l'atome, dont le premier, qui est l'atome d'hydrogène, un proton et un électron qui se trouve lié à cet atome, à ce noyau. Alors, on va avoir la création, pas seulement de l'hydrogène, mais de tout un lot de premiers atomes stables. L'hélium aussi, donc c'est 2 protons plus 2 neutrons, plus 2 électrons. Également le lithium, 3 protons, 3 neutrons, 3 électrons. Il n'y a plus vraiment d'obstacles, également pour les photons. Et donc l'univers, à 380 000 ans, devient transparent. Et c'est là, en fait, où l'on voit, que l'on observe ce fameux rayonnement fossile. Ce rayonnement fossile, ce fond diffus cosmologique, c'est l'univers tel qu'il était il y a 380 000 ans. Depuis, l'expansion continue. Nous sommes aujourd'hui à un âge de l'univers estimé à 15 milliards d'années. Donc depuis la recombinaison, l'univers a évolué, la température a énormément diminué. Notamment de 380 000 ans à 400 millions d'années, c'est ce que l'on a appelé l'âge sombre. Parce qu'évidemment, l'univers a créé des atomes, a créé de la matière, mais il a fallu attendre énormément d'années, donc 400 millions d'années, pour avoir l'allumage de la première étoile. Alors, on sait peu de choses sur ces étoiles. Ce qu'on sait, c'est que de nos jours, ces étoiles primordiales, ces premières étoiles, n'existent plus. Elles devaient être gigantesques. Or, on sait que plus une étoile est grande, plus sa durée de vie est courte. Cependant, ces étoiles ont marqué la fin de l'âge sombre et grâce à elles, ont créé tout un lot de nouveaux atomes, de nouvelles matières. Et c'est donc le début de la création de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc de 400 millions d'années à 1 milliard d'années, on est dans l'âge de ce que l'on appelle la réionisation. C'est-à-dire que ces étoiles ont apporté de la lumière et que cette lumière a apporté de l'énergie et que l'énergie a créé un espèce d'emballement chimique, physique et qui a créé d'autres étoiles et ainsi de suite. Donc un grand nombre d'atomes existants dans l'univers vont être ionisés par le rayonnement intense des toutes premières générations d'étoiles et c'est le début de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se situe exactement, selon les dernières théories, à 13,7 milliards d'années. L'univers est actuellement peu dense et froid. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la température de l'univers est estimée à 2,73 Kelvin, ce qui correspond environ à moins 271 degrés Celsius. L'univers est toujours en expansion. Alors maintenant, les questions sont de se dire, est-ce que cette expansion ralentit? Est-ce que cette expansion accélère? En 2011, une découverte est faite par Perlmutter et Thies, qui ont eu le prix Nobel depuis, montre que cette expansion est probablement accélérée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. Ça voudrait dire qu'il existe peut-être une force gravitationnelle de type répulsive qui va accélérer cette expansion. Là, on rentre dans des théories nouvelles dont on ne connaît encore que peu de choses et qui sont assez théoriques, avec peu de preuves expérimentales. Et par contre, cette accélération de l'expansion marque le retour de la fameuse constante cosmologique qui avait été introduite en 1917 par Albert Einstein et qui avait été supprimée par le même scientifique en disant que c'était la plus grosse erreur de sa vie. Cependant, cette constante cosmologique expliquerait à elle seule l'accélération de l'univers. Alors, cependant, la science, c'est quelque chose qui évolue, les scientifiques se remettent sans arrêt en question et actuellement, des observations ont eu tendance à montrer que cette accélération de l'expansion serait peut-être un biais observationnel. Alors,
Maintenant, les questions qu'on peut se poser, c'est oui, mais alors, comme on a dit tout à l'heure, l'univers, ça ne marque pas le début. Ce n'est pas un début au sens vraiment fondamental de l'univers. Ça marque le début de cet univers, mais pas forcément le début d'un grand tout. Mais alors, la question qu'on peut se poser normalement et que tout le monde se pose en général, c'est qu'y avait-il avant le Big Bang? Et là, la réponse, elle est assez compliquée. C'est-à-dire que si on se place dans le cadre de la relativité générale, eh bien, la question « qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ?» n'a pas vraiment de sens. Parce que la relativité générale implique que le temps a été créé en même temps que le Big Bang. Donc on ne peut pas parler d'avant Big Bang. Cependant, la relativité générale, c'est justement une théorie qui, bien qu'elle marche très bien, échoue particulièrement à expliquer la physique des tout premiers instants. On a vu tout à l'heure que pendant la période que j'ai appelée l'ère de Planck, eh bien, la relativité générale est incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Donc elle est également incapable d'expliquer ce qui aurait pu se passer dans un probable avant Big Bang. Alors, il y a une nécessité assez importante d'introduire de nouvelles théories. Ces fameuses théories que l'on appelle théories du tout. Il en existe plusieurs. Les plus connues sont la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Alors ces deux théories sont pas du tout complémentaires, on va dire qu'elles sont en compétition. Des chercheurs vont privilégier une ou l'autre selon leur domaine de recherche. Pour ce qui est de la théorie des cordes, une particule va être représentée comme une petite corde. Et la vibration de cette corde va définir le type de particule. C'est-à-dire qu'un photon aura une corde qui va vibrer à une certaine fréquence, alors qu'un quark, qui est une autre particule élémentaire, aura une fréquence légèrement différente. Et cette petite fréquence de variation, eh bien, c'est ce qui fait que la particule est telle ou telle autre particule. Cette théorie des cordes a la particularité, et je veux dire même la sympathie, d'enlever la singularité qu'il y a au début de la création de l'univers, c'est-à-dire au Big Bang. Le Big Bang, c'est une singularité, c'est un point unique dans lequel toute la matière est condensée et où la chaleur, au tout début, si on suit les équations de la relativité générale, est infinie. Et c'est ça, au sens physique, que l'on appelle une singularité. Eh bien, la théorie des cordes enlève cette singularité. Par contre, la contrepartie, c'est que cela nécessite d'introduire 10 dimensions. Donc, nous, on a l'habitude de vivre dans un monde à 3 dimensions. La relativité restreinte et générale a introduit une 4e dimension, qui est le temps, qui est intimement lié à l'espace. D'ailleurs, les physiciens parlent d'espace-temps et non plus d'espace et de temps. Eh bien, cette théorie des cordes introduit 10 dimensions. Alors, ces dimensions qu'on rajoute ne sont pas des dimensions telles que les dimensions qu'on connaît. Cela va être des dimensions qui ont tendance à être repliées sur elles-mêmes et de dimensions vraiment microscopiques, ce qui explique que nous, physiciens, dans la vie de tous les jours, nous n'ayons pas accès à ces dimensions-là. Ça introduit également un nouveau modèle, dit du modèle de supersymétrie. Et ce modèle pourrait être vérifié expérimentalement dans des expériences, dans des accélérateurs de particules tels que le LHC. Alors, le problème, par contre, de cette théorie des cordes, c'est que l'on peut fabriquer jusqu'à 10 puissance 100 théories des cordes différentes, en changeant juste quelques paramètres initiaux. Donc, ça en fait une théorie qui est assez difficilement vérifiable quand même. La gravité quantique à boucle, la deuxième théorie, va, pour sa part, quantifier l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on va diviser cet espace-temps en petits morceaux, en petits paquets, que le physicien appelle quanta, et ça va être la base de cette théorie. Il va donc y avoir une densité maximum dans cet univers. Alors, densité maximum peut-être, mais elle reste quand même énorme. Elle est de l'ordre de 5-10 puissance 96 kg par mètre cube, donc c'est-à-dire un 10 suivi de 96 zéros. Et il va également y avoir l'introduction d'un nouveau phénomène, autre que le Big Bang, qui s'appelle le Big Bounce. Et en anglais, cela veut dire le grand rebond. Donc, c'est-à-dire que le Big Bang serait en fait pas le début de l'univers, mais juste une phase de l'univers dans lequel il y aurait eu un rebond. Donc on peut imaginer un univers
préexistant qui se contractait jusqu'à se contracter en presque un point. Donc là, on ne parle plus spécialement d'un point comme tout à l'heure, on n'a plus une singularité, mais on a un univers qui se contracte, très petit, et il va y avoir un rebond, et ce rebond pourrait être le début, pourrait marquer le début de notre univers, et donc ce que nous appelons le Big Bang. Alors, on aurait des possibilités de détecter cette quantification avec des événements de haute énergie qui se passent dans l'univers. Donc, les astronomes sont à l'écoute et à l'observation constamment de l'univers pour essayer de trouver ces événements de haute énergie qui pourraient avoir la trace de cette quantification. Et si on trouve la trace de cette quantification, alors les physiciens pourront choisir ce modèle plutôt que l'autre. Voilà, alors cela marque un petit peu la fin de cette conférence. Alors les questions qu'on peut se poser, c'est quel est l'avenir pour l'univers? Eh bien, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas. Selon la théorie pour laquelle on va s'orienter, l'univers va avoir un destin complètement différent. On peut avoir un univers qui continue d'être en expansion, et cette expansion n'est pas accélérée, mais au contraire, elle va ralentir. Alors dans ce cas-là, l'univers va pouvoir peut-être se recontracter et pour ensuite donner un nouveau Big Bounce. Mais l'univers peut également continuer son expansion et avoir une expansion qui accélère. Dans ce cas-là, on va tendre vers ce que l'on appelle un Big Rip, c'est-à-dire que l'univers va avoir tendance à se déchirer jusqu'au dernier atome, où l'univers peut continuer son expansion au rythme auquel il le continue, sans spécialement accélérer. Et là, on va avoir un univers infini qui refroidira jusqu'à être complètement froid. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Donc on reçoit beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, notamment sur l'avenir de l'univers et sur les 3 scénarios que tu as pu exposer pendant ta conférence. Et donc les internautes aimeraient savoir lequel des scénarios est le plus probable. Eh bien, ça dépend, j'ai envie de dire, de la théorie pour laquelle on va pencher. Mais bon, il faut savoir quand même qu'un des scénarios semble assez peu probable, notamment celui du Big Crunch, qui est une recontraction de l'univers, parce que les observations actuelles tendent à montrer quand même que l'univers est plat, que la courbure est nulle. Donc ce scénario, on peut raisonnablement le mettre de côté. Cependant, il en restera 2, et là, en fait, la question est de savoir est-ce que l'univers est en expansion accélérée ou non. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'expansion de l'univers, on pensait qu'elle était accélérée, et maintenant, il y a quelques articles qui tendent à montrer que, en fait, peut-être pas. L'accélération qu'on a observée, c'était juste un biais d'observation, quelque chose de local. Et donc voilà, donc c'est pas aussi simple. Donc effectivement, si l'expansion continue et elle s'accélère, alors on va avoir ce fameux Big Rip, c'est-à-dire que l'accélération va être telle au bout d'un moment que l'univers va se déchirer, et il va se déchirer au sens de la matière, c'est-à-dire que les atomes vont se faire écarteler au bout d'un moment, et donc là, ça va finir dans un grand déchirement, le fameux Big Rip. Mais sinon, on va plutôt partir sur un refroidissement lent, le fameux Big Chill. L'univers refroidit lentement et voilà, plus rien à observer. Et du coup, est-ce que notre système solaire serait impacté par ces 2 scénarios probables? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de temps. Le Soleil, c'est une étoile standard qui a une durée de vie environ 10 milliards d'années. Elle en est à la moitié de sa vie, c'est-à-dire 4,5 milliards, 5 milliards d'années à peu près. Et on estime qu'il lui reste donc 5 milliards d'années à exister. Quand le Soleil va finir sa vie, il va devenir une géante rouge. Cette géante rouge
elle a de fortes chances de tout emporter sur son passage, ce qui se situe assez proche, et jusqu'à peu près l'orbite de Mars. Donc la Terre, elle ne survivra de toute façon pas à la fin du Soleil. Et quand on parle de fin de l'univers, là on est dans des échelles de temps complètement différentes, et je veux dire, le système solaire n'existera plus depuis fort, fort longtemps. Et d'ailleurs, le cadavre stellaire du Soleil, qui sera normalement une naine blanche, eh bien, n'existera plus. Ok, d'accord. Alors, une autre question qui revient souvent, c'est sur les plus spatiales, sur l'extension de l'univers, sa taille, et est-ce que l'univers aurait un bord? Alors, est-ce que l'univers aurait un bord? Alors, non. En fait, l'univers n'a pas de bord au sens qu'on le connaît. Et j'aime bien, quand on pose cette question, prendre pour analogie notre planète, la Terre ou n'importe quelle autre. Prenons Mars, voilà, pour célébrer l'arrivée de Persévérance sur Mars cette semaine. Si on prenait un astronaute qui marche sur Mars indéfiniment, ou le rover, eh bien, il pourrait aller tout droit, indéfiniment, sans pour autant rencontrer un bord. Mais est-ce que pour autant Mars, c'est une planète infinie? Je pense que la réponse est évidente, non, Mars n'est pas infini. Pourtant, il n'y a pas de bord. Eh bien, l'univers, c'est un peu pareil. L'univers contient tout. Donc non, l'univers n'a pas de bord, mais pour autant, l'univers n'est pas spécialement infini. L'univers peut être quelque chose de fini, mais sans bord. Ok. Donc là, une autre question peut-être plus existentielle. Qui a créé le temps? Alors, qui a créé le temps? Le temps a été, dans le cadre relativiste, dans le cadre de la relativité générale, le temps est créé à l'origine du Big Bang. C'est le Big Bang qui crée le temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'explique que on ne peut pas parler d'avant Big Bang. Ça n'a pas vraiment de sens. Alors par contre, maintenant, d'autres théories existent, notamment la gravité quantique à boucle, et un des promoteurs, des plus grands promoteurs de cette théorie, Carlo Rovelli, lui va expliquer qu'en fait, le temps, c'est une propriété émergente de l'univers, et donc c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. C'est une propriété émergente, donc une propriété qui va découler, mais fondamentalement, le temps n'existerait pas. Voilà, donc ça, vous voyez que c'est quelque chose qui va dépendre énormément du cadre théorique dans lequel on se place. Oui, d'ailleurs, c'est un livre de Carlo Rovelli qui s'appelle « Et si le temps n'existait pas ». Exactement. Alors justement, en parlant de temps, tu nous as fait virevolter plein de chiffres astronomiques. On a parlé de toute une chronologie de l'univers. La question, c'est avec quelle précision connaît-on cette chronologie et finalement, comment établit-on toutes ces dates, si on peut parler de dates, dans l'histoire de l'univers? Alors effectivement, on voit qu'avec 80% du discours, on se situe avant la seconde. Et on a des temps qui peuvent sembler assez précis, mais en réalité, il faut savoir que ces temps, ils sortent tout droit des équations. Les physiciens ont des modèles. Avec ces modèles, eh bien, on met des paramètres initiaux qu'on va connaître et on va ressortir certaines variables, et notamment le temps et la température. Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'extraordinairement précis, hein. C'est souvent même d'ailleurs des fourchettes. Ce qui est important de voir plutôt, c'est qu'on se situe dans des régions qui sont déjà en deçà de la seconde, et puis dans des temps très courts, que les événements se sont enchaînés très rapidement. Mais voilà, de là à dire que c'est quelque chose de très précis, non. Il suffit que la théorie qui soit développée soit améliorée pour que les temps varient. D'ailleurs, si on regarde, je serai sur Wikipédia, sur Internet, on voit qu'il y a déjà beaucoup de variations dans les temps que l'on donne, parce que voilà, selon qu'on prenne tel ou tel paramètre de départ pour une théorie, eh bien, on va avoir deux versions possibles pour le temps donné. Donc moi j'ai une dernière question sur Twitter, sur un terme, le continuum espace-temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, le continuum espace-temps, c'est une façon joliment dit, pour sortir des mots un peu latins, qu'on a regroupé l'espace et le temps. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec la relativité restreinte, avec toute la physique actuelle, c'est que le temps, c'est vraiment une quantité indissociable
de l'espace, c'est-à-dire que c'est la 4e dimension. Alors effectivement, notre cerveau, il a du mal à se représenter un espace à 4 dimensions. Et d'ailleurs, notre cerveau, généralement, se limite à représenter 3 dimensions. Et quand on essaye de faire des graphiques, on représente soit 2 dimensions plus une 3e dimension qui est le temps, même généralement c'est 2 dimensions et une des dimensions est le temps, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter. Mais il faut bien voir que le temps est indissociable au même titre que l'espace, hein. C'est 4 entités qui sont intimement liées. Et dans toutes les équations, voilà, on va retrouver le temps et l'espace qui seront ensemble, qui feront partie du même chose. Et donc on parle d'espace-temps. Quand on voyage dans l'espace-temps, on voyage à la fois dans l'espace et dans le temps. Et c'est là que ça ouvre les portes à tout un pan de la science-fiction, notamment dans le film Interstellar, où on voit bien, hein, quand on va s'approcher d'un trou noir, le trou noir où il y a une très forte gravitation, eh bien ça va déformer l'espace-temps. Et donc, à la fois cet espace, mais à la fois le temps. La personne qui reste près du trou noir va avoir son temps, qu'on appelle le temps propre, qui va évoluer à une vitesse différente que la personne qui sera restée assez loin du trou noir. D'accord, merci. Et donc, pour terminer, tu nous as présenté les 2 essais de théorie actuels pour aller plus loin, la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Alors, est-ce que toi, tu as une préférence? Alors, si on peut parler comme ça. Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet et je serais bien présomptueux de dire que celle-là est meilleure que l'autre. Après, si j'ai à choisir une préférence, oui, effectivement, la gravité quantique à boucle m'apparaît vraiment très très élégante. Ok, donc effectivement, tu nous as parlé des trous noirs et de relativité qu'on a évoqué, la théorie d'Einstein. Alors, on va mentionner qu'on a une autre conférence de l'Université de Bourgogne, dans ce même cas de la Nuit des Temps, qui est donnée par José Luis Raramillo et qui, lui, est spécialiste de relativité. Donc, il nous parlera du temps et de la déformation du temps dans ce cadre. Eh ben, merci beaucoup Cyril, merci aussi Vincent, et merci à tous d'avoir suivi la soirée La Nuit des Temps 2021 sur notre YouTube.